Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Média 1 TV, bienvenue pour ce nouveau numéro de Questions d'actu. La campagne agricole 2022-2023 est lancée. Le ministère de l'Agriculture vient de dévoiler une série de mesures, des mesures liées à l'approvisionnement en facteurs de production, à la gestion d'eau d'irrigation, à l'assurance agricole et au développement des filières agricoles, sans oublier le financement et l'accompagnement des agriculteurs. Le marché sera approvisionné à hauteur de 650 000 tonnes d'engrais phosphatés au même prix que la campagne précédente. Pour ce qui est des semences, le ministère a mobilisé plus d'1 million de quintaux sélectionnés à des prix incitatifs. Leur prix de vente sera subventionné à hauteur de 210 dirhams le quintal pour le blé tendre et l'orge. Pour le blé dur, le prix sera fixé à 290 dirhams le quintal. Côté investissement, le montant des subventions prévisionnelles pour cette année est de près de 3,7 milliards de dirhams pour un investissement global de 7 milliards de dirhams. Au niveau de l'assurance, plus d'1 million d'hectares seront couverts. C'est notre sujet de ce soir. Rappelons que ces mesures ont été prises après une année de sécheresse inédite dans le royaume. Le roi Mohammed VI a mis l'accent sur la question de l'eau, de sa rareté et de la nécessité de sa gestion anticipative et participative lors du dernier discours royal. Il faut savoir que le taux de remplissage des barrages à usage agricole se situe à 23%, en baisse de 11% par rapport à la précédente campagne. Aujourd'hui, le monde fait face à deux défis, le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources. Comment s'annonce cette nouvelle campagne agricole? Les mesures annoncées par le ministère de l'Agriculture sont-elles suffisantes au vu du contexte international actuel et du manque de pluviométrie au Maroc? Nous répondrons à ces questions dans quelques instants. Et pour représenter les professionnels du secteur, nous avons avec nous sur ce plateau ce soir Mohamed Amouri. Bonsoir. Bonsoir Madame Khblichi. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également un économiste, Driss Issaoui, qui est analyste économique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et puis, autre invité, Abdelrahim Qsiri, qui est président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons commencer avec vous, Monsieur Mohamed Amouri. Comment s'annonce cette campagne agricole? Quelles sont les attentes des professionnels? Oui, bonjour mes amis, tous. Bonjour tout le monde. La campagne agricole qui s'annonce, elle est vraiment critique, difficile, au vu des situations que nous vivons actuellement, que nous avons déjà donc connues lors de la campagne 2021 et celle d'avant. Donc nous avons vécu trois chocs pendant ces 3 dernières années. Le choc de Covid, qui évidemment nous a bouleversé toutes les donnes et nous a donc fait une campagne très difficile, quoique l'agriculture marocaine a continué son travail et ses mesures de production. Mais les 2 années de sécheresse, qui est le choc climatique, a aggravé évidemment notre disponibilité en eau d'irrigation au niveau de pratiquement tous les barrages, à l'exception des barrages du Nord, l'Ouhda et Ouad el-Makhazin, où il y a, disons, une certaine réserve qui n'est pas négligeable. Et évidemment, donc la campagne s'annonce sans pluie. Nous devions absolument lancer, le ministère de tutelle devait absolument annoncer des mesures d'accompagnement nécessaires au démarrage de la campagne agricole. Ces mesures de renseignement, évidemment, font l'objet donc de sillonnage de notre ministre de tutelle de tout le Maroc, de nord au sud et de ouest à l'est, pour un petit peu se renseigner des états de lieux. Il n'a pas arrêté de visiter pratiquement toutes les régions, compartir les préoccupations du monde agricole avec les interprofessions, les représentants donc de la profession agricole, et à partir de là, tirer des revendications sur place, un certain nombre de mesures, toujours dans le cadre des moyens dont il dispose le gouvernement, pour essayer d'atténuer les mesures de ces
de ces aléas. En fait, évidemment, nous sommes toujours optimistes, nous les agriculteurs, parce que nous espérons toujours que le bon Dieu ouvre les portes des ciels. On attend le ciel, tout à fait. Voilà. Et nous espérons avoir donc des mois, novembre, décembre, suffisamment pluvieux pour qu'on puisse récupérer le souffle. Autrement, ça va être vraiment très difficile, malgré toutes les mesures que nous aurons prises lors des dernières années. Là, on est en mi-octobre. On peut dire qu'on a un petit retard ou ça va? Par rapport aux campagnes habituelles, on a un petit retard en matière de semis de céréales. Mais c'est pas grave, nous avons encore un peu plus de temps pour novembre, décembre, ça dépend des régions. Je pense que si en novembre on reçoit l'arrosage qu'il faut, nous serons à l'heure. Très bien. On espère, on reste optimiste. Tout à fait. Je m'adresse à vous, Driss Issaoui. La FAO vient d'annoncer une nouvelle baisse de production céréalière mondiale pour 2022. En cause, la guerre en Ukraine, mais ce ne sont pas les seules causes, bien évidemment. L'accord sur les céréales ukrainiennes arrive à échéance. Quels sont les enjeux de cette campagne par rapport à ce contexte international particulier? Les enjeux sont assez importants. C'est Amaury vient de le dire, effectivement, il ne faut pas s'affoler, mais la situation est assez critique, assez grave, et le ministère a pris les mesures qu'il fallait, particulièrement pour un certain nombre de spéculations agricoles, telles que les céréales, telles que l'orge, disons les trois principales céréales, mais il y a l'arboriculture qui peut jouer un rôle important. Il y a toute l'agriculture qui a été développée dans les périmètres d'irrigation aussi. Mais tout cela a été touché, affecté par quoi? Par d'abord la crise du Covid qui a été généralisée pour toutes les économies et toutes les agricultures du monde. Et nous avons également la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui aujourd'hui pose un problème pour l'approvisionnement en matières premières et en produits pétroliers et liquides, bien entendu. Alors pour cela, il est extrêmement difficile de faire des supputations sur est-ce que cette mesure va réussir ou pas. Ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir mobiliser les gens. Et je pense que le ministère de l'Agriculture actuellement, il y a la Comadère, bien entendu, qui est une structure professionnelle qui encadre les agriculteurs de manière générale. C'est la CGEM de l'agriculture. Elle marche et elle essaie de faire le travail. Mais je pense qu'il faut que la mobilisation puisse continuer, que les acteurs du secteur puissent rester mobilisés et surtout répondre positivement à toutes les mesures qui leur sont proposées. Alors comment? C'est en faisant les investissements qu'il faut, en interdisant telle ou telle pratique qui peut poser un problème pour le secteur. Mais je pense que d'ores et déjà, c'est une année qui sera difficile parce que le gouvernement l'a senti. Il a déjà pressenti que l'année sera une année sèche. Et la décision a été prise de remettre de l'argent dans la caisse de compensation. 12 milliards plus 16, ça fait 32 milliards qui ont été injectés sur la caisse de compensation. Parce que, pourquoi? Nous sommes un État, et là c'est un choix qui a été fait par le Maroc, c'est le rétablissement de la dimension sociale du modèle de développement que le Maroc est en train de conduire. Et ça correspond également aux grandes orientations qui ont été faites par le nouveau modèle de développement. Donc tout ça, si on le regarde, on trouve que le Maroc va très certainement être obligé d'abord de se retrousser les manches, de travailler, mais surtout de gérer au mieux la rareté des ressources, particulièrement les ressources en eau. Et sur les ressources en eau, je pense que nous aurons le temps au niveau de l'émission d'en parler, parce que tous les efforts ont été faits pour faire de la gestion de la ressource en eau une gestion rationnelle et prospective.
Tout à fait, nous en parlerons un peu plus tard dans l'émission. Monsieur Qasri, je m'adresse à vous maintenant. Quel est votre regard sur les enjeux de notre agriculture par rapport à cette conjoncture liée à la guerre en Ukraine, mais aussi par rapport au changement climatique? Cela pose aussi la question de notre souveraineté alimentaire. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Je crois que la conjoncture internationale, elle a été doublée par vraiment une conjoncture nationale qui est très sévère, et donc il faut absolument, et le discours de Sa Majesté, il est clair, il ne faut plus réfléchir de la même manière, ni agir de la même manière. Et donc il faut changer complètement de paradigme par rapport à ce qui s'est passé auparavant. On n'est plus dans la même situation d'abondance et de mobilisation d'eau par l'État grâce aux barrages, et qui peuvent suffire, parce que on est parmi les pays, les dizaines de pays qui sont les plus touchés par les changements climatiques. On est le 23e pays le plus exposé à la rareté de l'eau. Et donc, il faut absolument intégrer ça dans toute politique de gestion, aussi bien de l'eau que pour mener la campagne agricole. Il faut absolument considérer ça de manière très forte. Parce que ce qu'on voit, c'est après le discours, et il y a aussi, avant le discours, il y avait le ministre de l'équipement de l'eau qui n'a pas cessé vraiment de répéter qu'on a vraiment une difficulté à avoir les projets de manière, c'est-à-dire à rattraper le retard qui s'est fait dans certains projets. Et deuxième chose, le discours était clair, la question de l'eau n'est pas une question d'un ministère. Ce n'est pas le ministère de l'eau, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Intérieur aussi, c'est aussi le ministère de Finances. Il faut absolument que tout le monde converge. Et la seule manière de régler ce problème dans la durée, c'est vraiment de revoir le système avec une approche territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire, approche territoriale? Il faut absolument connaître d'abord nos ressources, nos stocks, et que tout le monde participe à la mobilisation de l'eau et ne pas laisser uniquement l'État. Et on a vu que les agriculteurs, au niveau de Souss-Messa, ils ont fait déjà une excellente collaboration avec les acteurs publics pour mobiliser pour l'agriculture. Maintenant, il ne faut plus compter uniquement sur la mobilisation qui dépend directement des précipitations, mais il y a d'autres moyens. D'abord, de mobiliser et de stocker au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque superficie. Et on a vu maintenant quelques initiatives qui sont excellentes, qui commencent à émerger. Mais ça, c'est une très bonne chose, mais il faut absolument agir sur les trois volets, comme ça a été dit dans le discours. D'abord, le stockage et la mobilisation, mais aussi et surtout l'économie. Et en troisième lieu, c'est la réduction de la pollution, la dépollution, c'est-à-dire l'épuration et la réutilisation des eaux qui sont épurées. Ce sont les trois volets, stockage, économie et dépollution, dans le cadre d'une économie circulaire qui boucle la boucle. Nous, maintenant, on a besoin vraiment de revoir notre manière. Et aussi, donc, lorsqu'on parle de cette année, il faut absolument essayer d'avoir une politique. Le ministère de l'eau, il a pu avoir 10 milliards de dirhams, c'est-à-dire par rapport à l'année dernière, il a doublé, c'était 5 milliards. Donc, il faut absolument revoir le modèle, ne plus compter uniquement sur les barrages parce qu'ils n'ont pas été remplis totalement qu'en 2010. Donc, il faut voir les autres systèmes. On peut en parler après, de collecte d'eau. Mais en même temps, justement, oui, des alternatives, oui, tout à fait. C'est ça. Mais il faut absolument que cette approche territoriale regroupe l'ensemble des acteurs pour dire qu'est-ce qu'on a comme ressources et qu'est-ce qu'on peut vraiment utiliser comme espace agricole, à quelle superficie on peut irriguer ou ne pas irriguer, mais en même temps, à quel degré on peut utiliser la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique, pour l'utiliser de manière optimisée, il faut absolument revoir le modèle des conseils de l'eau, parce que l'approche qu'on appelle GIR, gestion intégrée des ressources en eau, elle n'a pas été opérationnelle de manière efficace. Parce qu'en rassemblant les acteurs, ce n'est pas uniquement les utilisateurs qui sont les agriculteurs, qui sont les opérateurs dans le tourisme et dans l'industrie, mais aussi, il faut absolument rassembler aussi les scientifiques, il faut rassembler les ONG environnementales, il faut aussi rassembler
les différents acteurs des autres ministères. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une information et une projection concertée sur ce qui peut être accepté comme type d'agriculture ici et refusé là. Parfois, on peut l'accepter dans une zone et refuser dans une autre. Et parfois, on l'accepte avec une superficie bien déterminée. On ne peut pas la dépasser. Et parfois, on peut l'autoriser, mais après, on peut vraiment revoir ce modèle. Absolument. On va retenir que tout le monde doit être mobilisé pour la même cause. Je m'adresse maintenant à vous, Monsieur Amoré. L'État a mobilisé plus d'1 million de quintaux de semences certifiées. On parle bien évidemment des principales céréales qui est le blé dur, le blé tendre et l'orge. Pourtant, les besoins des agriculteurs sont estimés à 7 millions de quintaux. Ça fait un gap de près de 6 millions, enfin d'exactement 6 millions de quintaux. Quelles sont les conséquences pour les agriculteurs? En principe, le 1 million 100 000 quintaux, ce sont des semences sélectionnées. Généralement, elles seront raisonnablement utilisées dans les zones connues par des zones pluviales, ou le bourg favorable. Donc, évidemment, les agriculteurs en général, malgré l'existence de la semence, malgré ces subventions, ils essaient toujours d'utiliser, s'ils ont des stocks, la semence commune. Donc, la graine commune, qui, elle, couvre le reste de risques. Le risque, donc, mais le dans des zones... n'est pas le même. Absolument pas. Et même avec les semences sélectionnées, le rendement ne sera pas là si la zone favorable n'est pas arrosée. Donc le risque est toujours là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé cette assurance multilatérale ou multirisque du monde agricole, du monde rural pour les céréales, les légumineuses et les oléagineuses. Donc c'est vrai que s'il y a un gap très important, ce sera comblé par la semence commune. Voilà, donc quand j'ai entendu mes collègues, que je remercie, ils ont abordé évidemment la rareté de l'eau qui est un danger imminent. C'est un danger imminent qu'il faut savoir dès maintenant gérer, ce qu'on appelle toujours gérer la misère. Donc le peu d'eau dont on dispose actuellement, que ce soit dans les barrages que dans la nappe phréatique, il faudrait rationaliser l'usage de ces eaux-là. Et même au niveau des villes, parce qu'effectivement, la plupart des barrages dont il y a une petite réserve, elle a été interdite de son usage. Donc, il n'est réservé que pour l'eau potable, et pour l'eau de boisson. Donc, cette eau qui reste encore dans les barrages et l'eau qui se trouve donc, dans la fourche en sous-sol, c'est là aussi, il faut absolument qu'il soit rationalisé. Et la rareté de l'eau, évidemment, c'est un danger imminent si on ne reçoit pas les pluies. Par contre, nous savons que le gouvernement, depuis le projet Maroc Vert et son suivant projet, la stratégie Génération Green, a prévu déjà le dessalement de l'eau de mer. Nous avons déjà à Agadir une station très importante qui produit de l'ordre de 350 000 m3 jour, moitié pour l'eau potable. D'ailleurs, c'est grâce à cette station qu'Agadir est approvisionné 100%. Et le reste, c'est 175 000, c'est pour les 15 000 hectares du périmètre Chtouka et Tbaha. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des solutions efficaces? Ce sont des solutions absolument résilientes, efficaces, et évidemment, elles sont très efficaces parce que nous avons 3500 km d'eau de mer et que nous devons absolument essayer de trouver la solution à travers cette eau-là. Donc, en faisant des investissements raisonnables à base de diversification des énergies, essentiellement solaires et éoliennes, pour obtenir un mètre cube d'eau bon marché. Vous avez vu que l'investissement en cours de lancement sur Dakhla, pour un périmètre irrigué de 5200 hectares, il y a une station de dessalement aussi qui est prévue par l'énergie éolienne. Il y a, dans le cadre de la stratégie Green, une vingtaine de stations qui sont prévues d'ici 2030 le long de l'océan Atlantique, où la salinité est plus clémente que la salinité de la mer Méditerranéenne. Donc, des mesures, évidemment, sont prises. Ils sont arrivés un peu plus tard que l'arrivée de la sécheresse, mais ils sont là. La grande station de Casablanca, qui va faire 300 millions de mètres cubes jour, elle va approvisionner toute la région de Casablanca.
Et la région de Casablanca est énorme, elle consomme énormément en eau potable et en eau industrielle, ainsi qu'en eau, de consommation locale. Voilà donc un peu ce que je peux... Mais par contre, la rationalisation et la sensibilisation des populations, que ce soit citadine ou rurale, à consommer l'eau dans les mesures de l'économie de l'eau, elle est indispensable. Et d'ailleurs, la tutelle du ministère, notre tutelle ministère de l'Agriculture a prévu des projets de la reconversion de l'irrigation habituelle en gravitaire qui gaspille beaucoup d'eau au même de l'aspersion, de le reconvertir en goutte à goutte. Faire donc une économie avec une technologie de goutte à goutte. Actuellement, il y a des nouvelles technologies de contrôle de l'eau par des cultures hors sol qui consomment encore moins. Donc tout ce qui sont cultures de grande valeur ajoutée, ils doivent absolument suivre donc le bon exemple dans le cadre d'investissement sur le hors sol. Je ne parle pas des tomates seulement, je parle des fruits rouges, il y a aussi des mesures de limitation de subventions pour les agriculteurs qui veulent planter des cultures qui consomment beaucoup d'eau, comme l'avocatier, comme la pastèque, etc. Donc, est-ce que ce sont des mesures qu'on peut mettre en place immédiatement ou est-ce que ça risque de prendre du temps? Non, notre rôle, c'est de sensibiliser les gens à être prudents et à essayer de voir clair. On doit quand même attendre un petit peu, voir clair en matière de pluie, en matière de réserve de nos barrages, parce que nos barrages, ils ont besoin de pratiquement, on est à 4 milliards de mètres cubes d'eau contre 16 milliards de capacité de remplissage. Et l'État est en train d'investir sur d'autres barrages pour arriver à 24 milliards. On va passer de 16 à 24, Inch'Allah. Donc la rationalisation de l'eau est importante et nécessaire et la sensibilisation à cela est vraiment indispensable. Et nous travaillons, nous en tant que professionnels de l'agriculture, nous travaillons dans ce domaine. Vous restez assez optimiste. Driss Issaoui, en tant qu'économiste, est-ce que vous partagez cet optimisme? Oui, dans la mesure où on est en train de parler de nécessité de mobilisation générale de tous les acteurs. On en a l'eau qui est utilisée à 90% pour les besoins de l'agriculture. Il y a bien sûr l'industrie, etc. La consommation directe des citoyens, elle ne représente que très peu de choses. Donc, on doit mobiliser tout le monde, particulièrement les producteurs, les fournisseurs d'énergie, etc., pour dire, demain, l'eau, elle est plus que stratégique. C'est-à-dire, on ne peut plus considérer l'eau comme étant quelque chose qui vient comme ça. Pourquoi ? C'est une idée qui est venue avec le fait que le roi défunt Hassan II avait développé la politique des grands barrages. Il avait développé toute la stratégie d'irrigation d'1 million d'hectares. Ça a été fait très rapidement, ça n'a pas posé de problème. Aujourd'hui, on est passé à des techniques de filtration de l'eau et de traitement, c'est-à-dire le traitement tertiaire des eaux usées, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet d'abord de réutiliser une eau qui a été utilisée, mais de l'utiliser ultérieurement au niveau de l'irrigation de l'agriculture. C'est extraordinaire. Ça permet aussi de nettoyer même les cités, les villes, que les villes aujourd'hui vont pouvoir utiliser une eau capable d'irriguer sans trop de problèmes. Et il y a également le dessalement d'eau de mer. Alors là, c'est une technique qui est extraordinaire. Et qu'on vient de le dire, c'est la morée, c'est des choses qui ont eu au niveau de Agadir, le Shtouka, dans le cadre de quoi? Dans le cadre d'une démarche très intelligente, le partenariat public-privé, et qui permet donc, ce sont les producteurs eux-mêmes qui participent à la production de l'eau filtrée, et parce que c'est des gens, ils sont où? Ils utilisent les nappes phréatiques. Et généralement, ces nappes phréatiques, elles sont situées pas loin de la mer, et si on laisse faire la mer, l'eau de mer, quand il rentre sur l'eau d'irrigation, il la tue. C'est-à-dire, quand on arrive à 3 grammes par litre, ça devient inutilisable. Donc, l'irrigation, c'est-à-dire que le dessalement d'eau de mer marche bien. À Casablanca, ça va marcher encore. À Dakhla, il y a aussi un projet à l'Ayoun. Donc, nous avons su développer une technologie qui est capable d'utiliser de manière très rationnelle l'eau que nous avons. Et bien entendu,
on va quitter toutes les techniques traditionnelles d'irrigation gravitaire où on perdait beaucoup d'eau, il n'y avait pas de rationalité, et on va utiliser bien entendu l'irrigation par goutte à goutte sur un certain nombre de spéculations agricoles qui sont très productives et surtout qui produisent beaucoup de valeur ajoutée. Et ça, on le voit dans beaucoup de régions du Maroc. Dans la région d'Agadir, on le voit, parce que tous les fruits rouges, tous ceux destinés à l'exportation, ils sont là-bas. Alors, quand on utilise une eau, n'oubliez pas, quand on utilise une eau qui a été filtrée grâce au dessalement, on commence à le payer très cher. C'est pratiquement du 5 à 6 dirhams le mètre cube. Alors qu'auparavant, les gens, ils creusaient un puits et l'utilisaient pour l'irrigation de la pastèque rouge, de l'ail, ou pour aujourd'hui l'avocatier, etc., qui sont consommateurs d'eau, mais ils tuent. En fait, ce sont des cultures où, quand on termine avec la culture de ces produits, la terre devient complètement sinistrée. Donc, il était temps que le Maroc prenne les décisions. Je pense que ça a été fait. Ça a été fait, la décision officiellement a été annoncée et on ne peut plus aujourd'hui faire les choses comme on les faisait avant. On a la tomate, parce que souvent il y a beaucoup de producteurs de tomates au Maroc qui sont très professionnels, très présents sur les marchés internationaux, mais sachez que quand vous exportez de la tomate, vous exportez de l'eau dont on ne dispose pas beaucoup de ressources, on est obligé de l'utiliser de la manière la plus rationnelle. Et aujourd'hui, grâce à la décision du roi Mohamed VI, aujourd'hui, on a un plan national de l'eau. On a même un fonds, le fonds Mohamed VI pour le développement, qui va permettre justement d'inverser cette relation qu'on avait avec l'investissement. On va essayer d'amener le secteur privé, les opérateurs, etc., pour pouvoir financer tous les projets nouveaux qui vont permettre justement d'aller vers cette offre d'eau qui soit abondante et productive de valeur ajoutée. Monsieur Issaoui, vous avez parlé des pastèques, de l'avocat, de certaines cultures qui demandent beaucoup d'eau. Maintenant, je me tourne vers vous, monsieur El-Qseri. La production de ces cultures est maintenue. Comment pouvez-vous réagir par rapport à ce point et pouvez-vous nous parler des nappes phréatiques également? Oui, en réalité, je suis totalement d'accord avec Mohamed Mouré ou Sidris Issaoui parce que le Maroc, il a plein d'expérience, il a plein de potentiel, il a des institutions, il y a des efforts, il y a des acquis. Mais il faut absolument reconnaître, et le diagnostic du discours royal, il était clair, il faut reconnaître qu'il faut absolument avoir plus de cohérence, il faut avoir plus d'intégration, il faut avoir une image qui est plus complète, qu'il ne faut pas aller toujours derrière l'arbre qui cache la forêt. Il faut absolument, c'est bien les bonnes expériences, mais comment voir ça de manière générale? Ce qui a été dit par exemple, lorsqu'on parle des salmons de l'eau de mer, oui, c'est une bonne solution. Elle est utilisée pour l'eau potable, il sera utilisé pour l'agriculture aussi. Mais lorsqu'on a, ça a été dit par CSAO, lorsqu'on a le mètre cube à 6 dirhams, ça veut dire que lorsque je produis un produit agricole, je me dois me demander combien de mètres cubes j'ai utilisé. Si la vente elle est inférieure à 6 dirhams par rapport au mètre cube utilisé, ça veut dire qu'on est vraiment, le pays il est perdant. Il faut absolument, parfois on peut même donner l'argent à cet agriculteur sans et on sera gagnant parce que parfois le coût de l'eau il est supérieur au coût de vente de ce produit agricole. Et même lorsqu'on utilise l'énergie renouvelable, qui est un très bon exemple, c'est celui de Dakhla, le prix est tombé à 2,50 dirhams le mètre cube. Mais c'est un coût. Et il faut ajouter les coûts de transfert, les coûts de réutilisation de l'eau. Parce que l'économie circulaire, il vous demande de ne pas penser uniquement à la ressource, mais il faut penser à la recyclage pour ne pas polluer. Et c'est ça ce qui est important. Et il faut aussi voir les limites du dessalement. Le dessalement, c'est 1 milliard de mètres cubes avec les 20 stations d'ici
d'ici 2030. 1 milliard, c'est pas énorme par rapport aux barrages qui ont une capacité de 19 milliards. C'est pas énorme par rapport à la ressource qui est dans le sous-sol, qui sont dans les nappes phréatiques, qui sont stratégiques, alors qui dépassent les 4 milliards. Donc il faut absolument voir ça, comment d'abord préserver ce qu'on a, c'est les eaux superficielles, c'est la nappe phréatique, et ajouter en plus l'eau dessalement. Mais il ne faut pas croire que c'est la solution magique. Deuxième chose, et ça a été dit dans le discours, il faut absolument une tarification claire, transparente et réelle. Il faut qu'on connaisse le coût de l'eau, parce que le fait de le connaître, même si on veut vraiment aider telle agriculture ou telle région, pas de problème, mais il faut que l'agriculteur, l'industriel, le citoyen connaisse réellement le coût qui intègre le coût des barrages, le coût de transfert, le coût de dessalement, le coût aussi d'épuration, parce qu'il faut le savoir, même les efforts, ils ont été énormes pour rattraper, avec une politique de rattrapage dans les stations d'épuration. Mais on est à 158 stations, alors qu'on a plus de 1500 communes, 33 000 droits, donc on a énormément de besoins encore dans le futur. Et si on continue avec cette vitesse, on ne peut pas vraiment couvrir, parce que même si le dessalement va atteindre 1 milliard de mètres cubes, d'ici 2030, les eaux usées qui ont atteint déjà 700 millions de mètres cubes, ils vont atteindre le même niveau, 1 milliard de mètres cubes d'eau usée. Et le problème des eaux usées, ce n'est pas uniquement une perte d'eau, mais surtout l'épuration. Ça coûte parce que les eaux usées, ils polluent 8 fois leur volume, c'est-à-dire 1 milliard de mètres cubes, ils peuvent nous polluer 8 milliards de mètres cubes. Alors que nous, on a une capacité de 19, 18 milliards de mètres cubes et on veut atteindre 24 milliards de mètres cubes. Donc, sur les 24, si on a les 8 milliards uniquement pollués par les eaux usées, ne parlons pas des nitrates et de l'azote qui polluent. Jusqu'à maintenant, on a, selon les chiffres officiels du rapport du CSE, ils sont cités, 45 à 50% des relevés qui ont été effectués montrent que la qualité de l'eau est mauvaise après mauvaise. Ça veut dire qu'il faut absolument revoir le système, que ce soit agricole, industriel. Il faut séparer ces eaux. Il faut l'eau de pluie, parfois on la sépare dans des villes, mais on ne la collecte pas, on ne la réutilise pas. Les stations d'épuration, lorsqu'ils épurent l'eau, les agriculteurs ne l'achètent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'eau gratuite, alors que normalement, il n'est pas gratuit. L'eau de la nappe, il doit être suivi au quotidien, il doit être diffusé, communiqué, et aussi il doit être payé, parce que la loi 3615, elle est claire. Normalement, chaque agriculteur ou quelqu'un qui possède une villa ou qui utilise l'eau souterraine, il faut absolument qu'il déclare d'abord. Et on a vu avec le ministère de l'Intérieur et la coopération du ministère de l'Eau, plus de 92%, ils sont informels les puits. Et une fois qu'ils soient déclarés à l'APH, à l'Agence des bassins hydrauliques, il faut qu'ils installent un compteur, il faut qu'ils payent. Et tout ça, la plupart ne payent pas. En ce qui concerne les engrais, Mohamed Amouri, le marché sera approvisionné de plus d'1 demi-million de tonnes d'engrais phosphatés au même prix que la précédente campagne. Est-ce que c'est un chiffre optimiste? Bon, c'est le prix qui est optimiste. Enfin, parce que déjà le prix de l'année dernière, qui était en pleine période de crise internationale, en guerre, et les cours de pétrole et de gaz ont augmenté. Et par contre, il y a un certain nombre de composantes qui rentrent dans la fabrication des engrais phosphatés qui ont fait une augmentation de prix des phosphates, des produits phosphatés, même s'ils sont produits chez nous. Donc 650 000 tonnes, c'est ce qui a été annoncé officiellement par le communiqué de presse de notre ministère de tutelle. Évidemment, c'est un tonnage qui est très intéressant, mais ce qui nous intéresse à nous, les producteurs, sincèrement, c'est les engrais azotés. C'est vrai que pour les céréales, les engrais azotés viennent après l'ensemencement de sol, enfin l'engraissement de sol, mais les engrais azotés dans le reste des spéculations, que ce soit arboricoles, fruitiers ou autres, aux maraîchères, commencent dès le départ et non après la levée. Donc, et les engrais azotés sont énormément chers. Leur prix est multiplié par 3 ou 4. Leurs prix ont explosé justement dernièrement. Donc,
Nous essentiels. faisons toujours pression sur notre tutelle pour qu'il trouve une solution à ce problème. Parce que c'est un sérieux problème. Et nous avons déjà remis pas mal de notes en tant qu'interprofession. À chaque visite de notre ministre dans les différentes régions et les rencontres avec lui, on a toujours soulevé cette question. Lors de la dernière rencontre, c'était à Sfro, lors du lancement de la campagne agricole. Et il nous a informé que cette question-là sera étudiée au niveau du gouvernement pour qu'on trouve une solution adéquate. Parce que, évidemment, les inputs qui ont augmenté, nous avons aussi, nous, fait exprès, plutôt stratégiquement, aller au nivellement du salaire SMIG et SMAG, évidemment d'ici 2028, dans le cadre de la convention sociale que nous avons signée en tant que commandaire avec le gouvernement et évidemment et les centrales syndicales. Nous sommes dit, bon, tout cet enchérissement retombe sur la société. Il faut bien que nos ouvriers ruraux aient quand même une partie de cette augmentation. Et c'est toujours au détriment du prix de revient de produits agricoles. Bien sûr, nous demandons toujours, et nous sommes toujours en négociation, en discussion, nous pressionnons tout ce qu'on peut notre ministère de tutelle pour qu'il trouve une solution adéquate, ne serait-ce que par d'autres mesures indirectes. Je peux parler par exemple de le soulagement de coûts à travers la TVA que nous payons toujours et que nous ne récupérons jamais. Ce serait un soulagement parce qu'il s'agit quand même de 20% qui partent de notre marge, si telle marge existe. Donc en fait, on a parlé déjà de ça avec notre ministère et même au niveau du gouvernement, on leur a adressé des lettres dans ce sens, en leur demandant de bien vouloir regarder un petit peu cet aspect de récupération d'une partie de la TVA, au-delà de la TVA, afin de soulager le compte d'exploitation d'une exploitation agricole sur laquelle actuellement on est en train de surcharger toutes sortes d'augmentations. Donc les inflations ont aggravé le coût de revient de produits agricoles, lequel prix agricole, évidemment, on ne sait pas si sur le marché c'est intéressant de l'offrir aux consommateurs. Même le prix de revient donc, amène de nos marges. Et c'est pour ça on a toujours demandé à ce qu'il y ait des mesures, ne serait-ce qu'indirectes, pour atténuer cette charge sur le produit agricole. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis là-dessus, M. Driss El Issaoui, sur les prix des engrais azotés, sur les mesures dont nous parle notre invité, pour essayer d'augmenter le coût de revient ou au moins d'atténuer un petit peu? Vous savez, les engrais azotés sont des produits qui sont très prisés par les agriculteurs, pas seulement au Maroc, en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de terres pauvres et l'OCP aide beaucoup les pays dans ces pays-là avec cela. Aujourd'hui, on est en train d'en parler ici au Maroc. Bien entendu, si on arrive à acheter des engrais azotés, phosphatés, ça aidera énormément les agriculteurs et ça va donner des résultats extrêmement importants. De toutes les manières, nous avons des ONG privées qui sont là, ils sont en train de surveiller ce que nous produisons. Plus que ça, nous avons également les clients des produits agricoles marocains, que sont l'Europe, etc. Ce sont des gens qui regardent de très près ce que nous produisons. Et ils ne peuvent pas recevoir des produits qui peuvent être, disons, pas sains sur le plan de la santé. Au contraire, on est en train de chercher des engrais qui peuvent aider les produits à avoir une meilleure santé, à être mieux sur la production. Mais aujourd'hui, la décision revient à l'État de mettre un peu de satisfaction dans ces démarches et d'agir dans le sens d'une baisse en amont de ces engrais-là. Et les agriculteurs vont les utiliser avec beaucoup de bonheur, très certainement. Mais les prix sont très impactés tout de même par la guerre en Ukraine. Alors, la guerre en Ukraine, vous savez, c'est quelque chose qui pratiquement échappe à notre contrôle. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre avec
un système qu'est-ce qu'il y a? Il y a des produits alimentaires qui rentrent dans la consommation quotidienne des gens. On ne peut pas les importer facilement. Et les produits agricoles représentent pratiquement 40% de la production mondiale. On ne peut pas tourner le dos et dire que rien. Non, Alors, l'impact sur les produits pétroliers liquides, il est encore beaucoup plus important. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, comme l'Angleterre, la France, d'autres pays. Nous ne sommes pas le seul pays qui ne bénéficie pas justement de cette situation. La guerre en Ukraine impacte négativement toutes les importations que l'on pourra avoir de ces produits-là. Donc, certainement, c'est des choses qui vont pouvoir se résoudre avec le temps, dans l'avenir. Mais on va attendre. Oui, les engrais azotés sont constitués donc de gaz et donc elles sont directement liées à la flambée des prix du gaz donc et à la situation internationale. Donc parlons désormais donc revenons sur les solutions donc qui peuvent être données pour le dessalement de l'eau. Comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, le taux de remplissage des barrages est de 23% contre 34% l'année dernière à la même époque. La situation devient critique. Monsieur Brahim El-Qasri, le roi, dans son dernier discours, a exprimé sa profonde préoccupation sur cette question du déficit hydrique. Doit-on s'alarmer? Oui, en réalité, le Maroc, malgré vraiment la sécheresse, il a beaucoup d'acquis, comme on l'a dit. C'est un pays déjà qui est à 90% aride et semi-aride, 65% c'est du Sahara. Donc il a cette politique et cette capacité de gestion de la rareté. Et il a une certaine capacité de résilience dans certaines zones et dans certaines périodes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça soit une politique. La résilience, ça doit être la base. On ne doit pas compter sur les scénarios optimistes. Il faut compter sur les scénarios pessimistes, c'est-à-dire que le changement climatique, elle est là, et la rareté de l'eau sera là. Et donc, il faut absolument faire des réserves et des stockages stratégiques et préserver ce qu'on a. On a énormément d'atouts, mais il faut absolument les considérer avec une politique totalement différente. Il suffit de considérer les nappes phréatiques comme des réservoirs stratégiques à ne pas toucher. On ne peut plus continuer à faire la surveillance avec 4 polices de l'eau, de l'APH, sur 40 000 km². Il faut absolument que le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie entrent dans ce rôle. Et c'est ça ce qu'a dit Sa Majesté lorsqu'il a dit l'eau, ce n'est pas la responsabilité du ministère de l'eau, c'est la responsabilité de tout le monde. Et on a vu l'intervention du ministère de l'Intérieur, elle était rapide et elle a donné rapidement des résultats qui n'ont jamais été obtenus sur les puits. Deuxième chose, il faut absolument appliquer la loi, il faut un système d'information. On doit voir dans votre téléjournal, au moins, si ce n'est pas au quotidien, hebdomadaire, quel est le niveau des nappes, quelle est la qualité de l'eau ici et là. On n'a plus besoin uniquement des températures et des précipitations. Il faut absolument... D'autres pays sont allés vers la qualité de l'air dans les téléjournaux. Il faut nous donner l'information parce que l'information, c'est le point de départ de la concertation, du débat entre les acteurs au niveau de chaque territoire. Et c'est au niveau de chaque territoire qu'on doit décider. Mais toujours en gardant les réserves pour 4-5 années, en supposant qu'il n'y aura pas de précipitation. Et c'est là qu'on peut faire une très belle stratégie. On est capable, parce qu'on a encore des barrages, on a encore de la pluie, on a encore des nappes phréatiques, et ce sont des réservoirs, ils sont aussi excellents que les barrages. C'est pourquoi il faut absolument les considérer ainsi. Et on a toujours creusé notre fillette auprès de chaque douane, auprès de chaque maison. Maintenant, on a les moyens. C'est pourquoi nous, au niveau de l'ASBT, avec l'AMCDD et les acteurs environnementaux, on propose qu'il y ait un effort au niveau de certains acteurs, tels que l'OCP, tels que Managem et les autres. Tous ceux qui creusent pour chercher des mines, ils ont les moyens de creuser. Et creuser, ça veut dire être capable de stocker. Et un Marocain en Belgique, MRE, à Nador, il a creusé et stocké 3 millions de mètres cubes
ce qui lui suffit pour 3 prochaines années, même s'il n'y a pas de précipitation. Ce type de projet, il faut les multiplier partout. On est capable, et ça ne coûte pas aussi cher que les barrages. Et on est passé au barrage collinaire, c'est une bonne chose, mais il faut creuser. Ce n'est pas de notre fillette, c'est beaucoup plus important, aussi bien pour les superficies agricoles que pour les douars, que pour l'eau potable et les cheptels. Parce que c'est la nappe phréatique, c'est grâce à elle que l'investissement des agriculteurs dans la bonne politique des arbres fruitiers, s'il y a une sécheresse, les arbres fruitiers, leurs racines ne trouvent plus l'eau et ils se dessèchent. Et c'est ça ce qui aggrave les feux de forêt. Et nos forêts et nos investissements dans c'est-à-dire les arbres fruitiers, ils dépendent de la nappe et son niveau de la nappe. Il faut absolument que la science, les associations environnementales, avec les acteurs agriculteurs, touristiques, etc., travaillent au niveau de chaque territoire, au niveau national. Il ne faut plus que ce soit c'est-à-dire une affaire technique ou technocratique ou politique. Une mobilisation donc une mobilisation générale, comme on l'a déjà dit au cours de cette émission, et le temps passe vite parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. J'aimerais revenir sur donc les mesures prises, la poursuite du programme national de semis direct sur une superficie de 100 000 hectares. L'objectif est d'atteindre 1 million d'hectares d'ici 2030. Je rappelle que les semis directs, c'est une culture sans labour classique. De quoi s'agit-il exactement? Et donc, quels sont les bienfaits? Eh bien, comme son nom l'indique, le semis direct, effectivement, la semence arrive sur le sol pour que cette semence germe dans des conditions optimales et retrouve les macroéléments nécessaires, à savoir l'azote, le phosphate et la potasse, et pouvoir germer dans des conditions adéquates. Mais il faut quand même un peu de pluie. On ne peut pas dire jeter la semence sur le sol direct ou indirect et attendre à ce que ces racines font une croissance sans eau. Donc toute la problématique tourne autour de l'eau, autour de la pluie et autour de l'économie de l'eau. Voyez-vous, donc le semis direct, c'est vrai, c'est une technique nouvelle. Le Maroc vient de faire à peine 30 hectares. La recherche agronomique à trouver les variétés adaptables à ce genre de semis et qui sont susceptibles donc de réduire un certain nombre de coûts et d'utiliser les éléments minéraux nécessaires aux surfaces de sol, ou pratiquement quasi aux surfaces de sol, pour se développer. Et il y a donc un programme d'1 million d'hectares à perspective sur 4,3 d'ailleurs, qui sont généralement ensemencés au Maroc, qui sont prévus pour la fin 2030, par la campagne d'ici 2030. Arriver donc à un rythme de 200 000 hectares par an pour arriver à 2030 à 1 million d'hectares. 1 million d'hectares, voilà ce qui est prévu. Mais bon, on ne peut pas parler uniquement des céréales, vous savez. Le Maroc exporte pratiquement, d'après les statistiques qui se trouvent au ministère, qui m'ont été confirmées, elle exporte autour de 600 000 mètres cubes d'eau et importe de 9 milliards de mètres cubes d'eau dans les spéculations dont on a besoin. Ce qui fait que sur le plan hydrique, on est bénéficiaire parce qu'on importe des céréales, on importe du maïs, on importe un certain nombre d'éléments que notre climat, notre géographie ne peut pas nous offrir. Justement, vous parlez de méthode durable. J'aimerais m'adresser à vous, Monsieur Rissaoui, excusez-moi. Cette méthode est plutôt orientée vers une agriculture éco-efficiente et durable. Donc, grâce à elle, les rendements seraient doubles selon les spécialistes. Quels sont les avantages économiques de cette stratégie? Écoutez, c'est une approche d'une extrême intelligence. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de gérer au mieux la rareté. Et la rareté, c'est l'ingéniosité de l'homme par rapport à ce que peut donner la nature. Et c'est exactement ce que le Maroc a fait avec la question de l'eau. Il faut qu'on puisse irriguer le plus longtemps possible avec des ressources qui ne coûtent pas cher et avec les moyens qui sont disponibles. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation idéale dans la mesure où quoi? On a le chef de l'État
Le roi Mohamed VI, il vient de le dire lui-même. Nous avons un plan national de l'eau. Il faut qu'on l'applique. Il faut qu'on puisse être économe dans tout ce qu'on nous faisons. Autre chose, on a pris des engagements. Le Maroc a développé des greens de golf. On a même planté beaucoup, c'est-à-dire regardez par exemple ce qui s'est passé à Rabat. On a fait le gazon un peu partout, mais c'est tous des espaces qui sont irrigués avec de l'eau qui bénéficie d'un traitement tertiaire des eaux usées. C'est extraordinaire parce qu'on n'a même pas besoin d'aller le chercher avec des camions ou des citernes. C'est des choses qui sont dans les circuits. Quand on lâche, ça permet d'irriguer. Et on n'a pas de problème particulier en ce qui concerne la gestion de l'eau elle est plus que stratégique. Très bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Ça a été très rapide, un plaisir d'être avec vous. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence, Monsieur Amouri, Monsieur Qseri, Monsieur Driss Issaoui. C'était un plaisir. Donc c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui et au plaisir de vous revoir plus tard.